à Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour dans les studios et toujours en direct de Radio Grand Lac 92.1 FM. Comme à notre habitude maintenant, un jeudi sur deux, pour notre émission Les Murmures du Lac Immobilier Histoire. Première édition de ce printemps 2024 sous une belle journée ensoleillée aixois. Donc on est content, on a le sourire et on est ravis et honorés d'accueillir Patrick Steyer, directeur de la maîtrise d'ouvrage Opac Savoie. Donc on va, vous en doutez, parler de logement social et de promotion immobilière avec une thématique tournée vers le logement social, vers la ville et vers un opérateur qui mérite d'être un peu plus connu. Ça a été une des grosses motivations de faire cette émission, puisque bien sûr on les connaît pour les initiés, mais c'est peut-être un acteur très important, très implanté, et on voulait mettre un petit coup de projecteur sur cette belle entreprise. Donc merci Patrick d'avoir pris le temps dans votre agenda chargé, je le sais, pour venir nous présenter votre entreprise entre guillemets, mais une entreprise pour laquelle vous êtes partisan depuis maintenant, j'imagine, quand même un sacré paquet d'années. On va en apprendre un petit peu sur vous également, mais voilà, donc bienvenue Patrick de prendre le temps aujourd'hui avec nous. Merci Romain, merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. C'est vrai qu'on a toujours l'habitude de recevoir notaires, promoteurs, des professionnels de l'immobilier en tout genre, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que c'était vraiment important pour nous de faire une place pour l'Opac. Alors l'Opac. On disait juste avant de prendre l'antenne, c'est moi qui posais la question bêtement, l'Opac, ça doit bien vouloir dire quelque chose. On peut peut-être commencer par le commencement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces 4 lettres? Alors Opac, c'est un terme national qui veut dire Office public d'aménagement et de la construction. Ok. Donc dedans, on remarque tout de suite qu'il y a aménagement et construction. Et ce terme qui a été utilisé on va y revenir, par différents bailleurs sociaux, c'est comme ça qu'on nous appelle, au fil de l'histoire, n'existe plus juridiquement parlant, mais nous avons gardé cette marque parce que nous sommes très implantés sur le département de la Savoie, mais c'est un terme qui veut dire Office public d'aménagement et de la construction. Alors, depuis combien de temps vous êtes dans la structure? Alors, le logement social au niveau national, si on en dit 2 mots très rapidement, est apparu quelque part avec l'ère industrielle, où les grands patrons, au début du XXe siècle, ont commencé à créer des villages, des logements pour leurs ouvriers. Ça a démarré comme ça. Mais la véritable éclosion de ce type d'organisme est apparue après-guerre, quand il a fallu reconstruire du logement en France, où quasiment toutes les grandes villes ou chaque département ont créé leur office public d'aménagement et de la construction, ou leur office HLM. Donc après 1945, et en ce qui nous concerne en 1951, le département de la Savoie a décidé de créer son office de construction de logements sociaux. Donc dans la même lignée, dans les mêmes dates à peu près que ça a émergé. Voilà. Avec un premier immeuble qui a été construit, on se trouve là aujourd'hui à Aix-les-Bains en 1954, qui s'appelle l'Horizon, qui se trouve sur les hauteurs de Marlioz, au-dessus du golfe et des Thermes. Qui est toujours là. Qu'on est en train de réhabiliter. Ok. Voilà. Oui, c'est vrai que on en parlait aussi tout à l'heure. C'est un des projets, je dirais, qu'on peut tous remarquer. Ça a fait, de toute façon, ça a fait pas du bruit, mais ça a été mis en lumière. C'était l'année dernière que le quartier a été pas rasé, parce que c'est pas vraiment le mot, mais que les bâtiments ont été préparés pour une deuxième vie, j'ai envie de dire. On est effectivement sur ce quartier de Marlioz à Aix-les-Bains dans l'exemple type des requalifications de villes, dans lequel on est sur un plan avec l'État, la région, le Grand Lac, la ville d'Aix-les-Bains et Opac Savoie, dans lequel on démolit des bâtiments qui sont quelque part obsolètes, techniquement parlant. On va reconstruire du logement, on va aborder et on va permettre de l'accession également de venir dans ce quartier qui était à 100% quasiment du locatif social. Et on réhabilite à côté nos immeubles qui sont juste à côté et notre patrimoine existant. Donc le quartier va être complètement métamorphosé en à peu près 5 ans de temps.
Alors c'est pas une colle que je vais vous poser, mais je reviens une seconde sur un petit peu la partie historique. On parlait un peu de la datation un peu avant la Seconde Guerre, un peu après. Est-ce que c'était à ce moment-là, vous pensez un besoin de logement en quantité parce qu'il y avait besoin de construire? Est-ce qu'il y avait déjà ce caractère social entre guillemets qu'on peut apparenter à un loyer modéré? Est-ce qu'on était déjà dans des considérations telles que celle-ci? Oui. Dès le départ, l'État déjà est le seul à pouvoir agréer une entreprise comme la nôtre à faire du logement social. Donc il faut être agréé pour pouvoir le faire par l'État. Nous sommes contrôlés d'ailleurs par l'État régulièrement. Et dès le départ, les loyers étaient des loyers modérés. Dès 1945, dès 1951, les loyers étaient déjà des loyers modérés, absolument. Donc ces années 50, ces années 60, est-ce que ça prend un petit peu d'ampleur, j'imagine, et puis les mécanismes se mettent en place. Alors si on concentre un peu la discussion sur la Savoie, donc 54 le premier immeuble à Aix-les-Bains. De là, quelles ont été un petit peu les grandes étapes du développement? Est-ce que ça a été tout de suite, je vais pas dire facile, mais massif, ça s'est bien enchaîné? Est-ce qu'il y a eu de plus en plus de construction? Est-ce que ça a été raisonné? Ça a été quoi un petit peu jusqu'aux années, sans aller jusqu'à aujourd'hui, mais des années 60, 70, 80, c'était quoi un petit peu le tempo à ce moment-là? Il y a eu, on peut le dire, une explosion de la demande qui arrivait de la part des élus des communes qui avaient besoin de logements, mais qu'on soit sur les zones urbaines d'Aix-les-Bains ou de Chambéry, ou que l'on soit dans toutes nos petites communes de Savoie, y compris les stations. On a été dans les premiers à construire en station, à Val Thorens par exemple, où la commune nous a demandé de construire du logement pour accueillir les gens qui travaillaient sur la commune. Qu'est-ce qu'une grosse problématique en station? C'est vrai que les prix sont tellement importants qu'on se dit bien, tiens, pour l'employé du coin, se payer un appartement à 18 000 le mètre carré, ça commence à être compliqué. Mais du coup, ce que les gens ignorent, c'est qu'on a participé au développement de la Savoie dès l'après-guerre dans toutes les communes. Vous avez favorisé aussi peut-être cette possibilité d'aller travailler également dans les coins où il n'y avait pas forcément de logement et c'était intimement lié. De toute façon, on le sait, le logement et l'économie, c'est deux choses qui vont ensemble. Absolument, absolument. Et puis les élus, quelle que soit la décennie, ont toujours eu en tête que pour pouvoir garder des familles, pour pouvoir garder des enfants, pour pouvoir garder leurs écoles, pour pouvoir garder leurs classes, il fallait absolument avoir pas que des gens qui achètent des maisons ou du logement, mais il fallait aussi un peu du locatif pour que ça puisse tourner un petit peu et pour qu'ils puissent avoir en permanence des familles et des enfants. Comment ça se structure un petit peu en interne? Alors j'imagine que, comme on le disait, on a reçu des promoteurs classiques, mais malgré tout, vous êtes finalement un promoteur classique avec peut-être des particularités, effectivement, des habilitations, il y a des choses particulières. C'est pas un promoteur traditionnel, dira-t-on. Malgré tout, est-ce que vous êtes impacté par les mêmes, l'inflation qu'on parle beaucoup, la crise immobilière, toutes ces choses-là, les crises bancaires, au fil des décennies, est-ce que justement les bailleurs sociaux ont eu ces mêmes difficultés? Est-ce que finalement vous y échappez un petit peu? Comment vous le vivez un petit peu en interne? Alors nous sommes un promoteur, comme n'importe quel promoteur. Avec un bilan. avec à la différence des promoteurs privés, c'est que nous sommes, en ce qui nous concerne, de par nos statuts, un établissement public. Nous sommes un EPIC. Alors les salariés sont des salariés de droit privé, mais les statuts de l'entreprise sont des statuts d'un EPIC. C'est pour ça que nous sommes considérés comme un établissement public, mais encore une fois avec des salariés et de droit privé. Donc on a ce lien avec les services de l'État et avec les collectivités qui nous imposent, de par les lois qui existent actuellement, qui nous imposent les loyers. On n'a pas le droit de louer les logements au-delà d'un certain prix, qui nous imposent également les ressources des gens qui ont le droit à ces logements. Donc tout ça étant défini par l'État. Ça, c'est ce qui nous différencie du promoteur classique. Mais pour pouvoir construire nos logements, pour pouvoir les louer ou pour pouvoir les vendre, puisque nous faisons aussi un peu d'accession, nous sommes un promoteur qui, comme tout autre promoteur, doit trouver des terrains, doit acheter des terrains, doit construire, doit se référer au PLU en vigueur sur la commune, doit se référer aux normes. Doit séduire les élus, j'imagine aussi. Doivent séduire les élus, doivent vendre l'entreprise et le produit, doivent répondre aux normes en vigueur. On en parlera sans doute tout à l'heure, la RE 2020, toutes les normes qui existent, sans rentrer dans des termes trop techniques.
mais nous sommes un promoteur, comme un autre promoteur, avec des règles bien définies par l'État en ce qui concerne les prix de sortie pour les occupants des logements. Une particularité, sans rentrer trop dans le détail, mais on pourrait prendre un exemple. Donc, vous travaillez également en relation avec un promoteur traditionnel, entre guillemets, où vous allez se dire, tiens, ok, ce bâtiment, il y a 50 logements. Moi, je vais en acheter 10 pour répondre à ces fameux quotas. On en reparlera aussi un petit peu plus longuement, mais c'est aussi ça. Alors, ces quotas, si on peut s'arrêter une seconde, est-ce qu'il y a une distinction entre, ok, je vais acquérir et développer au sein d'un immeuble un pourcentage de logement social, est-ce que je fais un immeuble 100% social? Comment ça se passe sur ces deux modèles, sur ces deux possibilités? À la base, notre développement est axé sur la maîtrise d'ouvrage direct et par le fait qu'on développait tout seul nos logements. Donc 100% de social. 100% de social. Construit un petit immeuble dans une commune de 10 logements à la demande de la commune, 100% social. Et puis, la loi nationalement a fait que les promoteurs sont aujourd'hui sur les plutôt moyennes et grosses opérations. Quelle date à peu près ce changement un petit peu d'attitude des années 2000? Donc au niveau de la loi SRU en 2000. Voilà. En 2000. Louis Besson, ex-maire de Chambéry, est à la base de cette loi. Hein. Donc il y a un article, l'article 55, donc, dans cette loi SRU. 20%, qui était de 20%. De 2000, l'an 2000, qui oblige les communes de plus de 3500 habitants à respecter un pourcentage de logements sociaux dans leur commune. Et donc, sur chacune des opérations, les communes ont mis, dans leurs documents d'urbanisme, l'obligation aux promoteurs privés de faire un petit pourcentage, puis un peu plus important, de logements sociaux dans chacune de ces moyennes et grosses opérations. Avant 2000, c'est pas cadré. Avant 2000, c'est plutôt les communes qui vous sollicitaient, vous. Avant 2000, les communes nous sollicitaient à 100%. On venait construire, nous, un immeuble social. Et à côté, un terrain était vendu et un promoteur privé construisait du logement dit libre, privé. Depuis 2000, en plus de nous, des terrains ils ont dû grasser les dents en 2000, les promoteurs, non? Un petit peu. Je pense qu'ils ont très mal dormi pendant de nombreux mois. Ils ont dit quoi? Ils nous demandent quoi, là? D'ailleurs, je pense qu'ils s'en sont pas encore remis. D'ailleurs, on est en 2024, mais ils y pensent toujours. C'est vrai que nous, alors, à parté, quand on leur propose du foncier, un des réflexes, mais qu'on peut comprendre, bien évidemment, alors ils le savent, ils vont regarder, ou ils nous demandent, tiens, c'est quoi le pourcentage de social? Alors, pour qu'on traduise l'information, c'est que forcément, pour eux, il y a un cadre maîtrisé, il y a un cadre de prix. Donc, ils savent qu'ils font pas leur bénéfice sur ces pourcentages-là. Et forcément, ils doivent prendre en considération ça dans leur équation. Et ça reste une part significative, malgré tout. C'est pas un logement pour 50, 20, 25%, ou, enfin voilà, ça reste quand même significatif pour un bâtiment de 20 logements, 5, voilà, c'est pas 1, quoi. Mais cette loi était primordiale pour que une bonne partie de la population arrive à se loger. C'est évident. On le vit actuellement en Savoie avec l'explosion des prix. C'est vrai que tout le monde voit un jeune aujourd'hui qui veut se loger en Savoie. Compliqué. C'est quand même très compliqué. Pour acheter, c'est quasiment impossible pour un jeune. Vous mentionnez dans certains, il y a eu 3-4 programmes dernièrement que moi j'avais suivis sur Aix-les-Bains, et on a eu autour de moi, j'ai eu des amis, des relations, des clients qui ont acheté franchement des trucs très corrects, à des prix très corrects. Et ça, c'était plutôt chouette de se dire, tiens, voilà, je suis pas, il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour aller acheter un T3 ou un T4, quoi. Ça, c'était quand même, je dirais que c'est nécessaire. Ça, on est d'accord. Ouais, c'est totalement nécessaire et on le vit pleinement actuellement. Et puis je dirais, c'est toujours en plus psychologiquement frustrant de se dire, mince, quoi, c'est la ville de mes parents, je suis né ici. Avant, ça coûtait peut-être moins cher. Aujourd'hui, ça a explosé et je peux pas dans mon propre fief entre guillemets m'acheter un truc. Bon, c'est normal. Et c'est vrai que c'est finalement un garde-fou. Finalement aussi, c'est un rôle peut-être. En tout cas, l'État, voilà, pour à bien à identifier quand même un problème et à donner une solution qui marche. Oui, puisque les gens ignorent et si on fait un petit focus sur la Savoie, donc depuis notre création en 1951 jusqu'à aujourd'hui, in fine, on a construit et on est propriétaire d'un équivalent de 23 000 logements. Dans ces 23 000 logements, on héberge à peu près 42 000 personnes. Il y a 430 000 Savoyards, donc on héberge 10% de la population qui habite dans un logement propriété de l'OPAC de la Savoie. Donc c'est important en proportion du nombre d'habitants du département. Il y a des organismes de logements sociaux bien plus gros que nous, il y en a bien plus petits, mais en proportion du nombre d'habitants du département, le ratio est assez important. Mais pourquoi ? Parce que chaque commune, en dehors des zones urbaines, sont venus depuis toujours nous chercher pour construire 10 logements là, 15 logements là, 5 logements là. On a racheté un nombre aussi de cures
à côté des églises. C'est de manière anecdotique, mais on est propriétaire d'un nombre de cures en Savoie. On a fait 2 logements, 4 logements. Tout ça, c'est aussi une force de l'OPAC, je pense, c'est de se dire, vous êtes capable d'y aller sur 2, 3, 4 logements, là où un promoteur ira pas. Exactement. Parce que ça coûte très cher. Voilà. Et que derrière, on nous oblige à louer. L'État nous demande de louer à des loyers très modérés. Donc c'est économiquement compliqué. Tout à fait. Mais je pense que ça, c'est aussi une des forces du modèle, c'est de se dire un promoteur classique, entre guillemets, bon, lui construit, il vend. Là, le modèle de l'OPAC, finalement, pourcentage de vente à l'année, ça représente quoi, 5%, 10% des opérations? On a 23 000 logements. Dans ces 23 000 logements, il y en a 17 500 qui sont des logements locatifs. C'est notre cœur de métier. Donc les gens nous louent le logement, sont locataires. On a des foyers à l'intérieur de ces 23 000 logements qui sont essentiellement des foyers de travailleurs saisonniers en station, parce qu'on est dans une région montagneuse, donc touristique, il y a un besoin. On a des foyers, on est propriétaire d'EHPAD ou de foyers pour personnes âgées, ce que les gens ignorent. La maison de retraite de la Motte-Servolex, d'Aigues Blanches, de Novalaise, de Barbie nous appartient. Ces maisons de retraite nous appartiennent. Et avec également cette notion de loyer modéré ou... Non, avec un système de fonctionnement où l'OPAC a construit ses établissements et c'est souvent la commune qui les gère. Ok, c'est délégué à la commune. Donc nous, simplement, on a fait le portage de la construction et on a apporté un financement que la commune n'avait pas forcément à l'époque, puisque ça coûte plusieurs millions d'euros de construire un EHPAD ou une maison de retraite. Donc on est en appui, c'est notre rôle social d'être en appui des communes aussi sur ce type de produit. Donc il y a du logement locatif, il y a des foyers. Et puis, on a toujours fait de l'accession sociale et on en a commercialisé depuis notre création. On a vendu à peu près 2800 logements en accession sociale depuis 1951. Ok. Là, l'objectif sera quand même de ne pas les céder, puisque ça échapperait peut-être à un moment donné au cycle aussi de conservation de ce loyer modéré et autres. Et finalement, l'objectif numéro 1 est quand même d'avoir un parc que vous entretenez, que vous agrandissez et vous garantissez finalement, parce qu'effectivement la démographie quand même pour l'instant grimpe, le besoin en logement grimpe et j'imagine que la dynamique est plutôt à faire grossir ce portefeuille et à l'entretenir. J'imagine que vous avez des fournisseurs qui doivent pas chômer avec vous parce que ça fait quand même un parc aussi, ça fait vivre, j'imagine, tout un tas d'entreprises également autour et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est un acteur économique qui fait rayonner aussi, je pense, pas mal de boîtes autour d'elle. Encore un point qui est plutôt méconnu, c'est qu'effectivement, on a un chiffre d'affaires, parce que nous sommes une entreprise, on a un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros, qu'on est le plus gros donneur d'ordre du bâtiment en Savoie, que l'on intervient qu'en Savoie, et qu'entre l'entretien de nos bâtiments et les logements neufs que nous construisons, on passe à peu près tous les ans entre 85 et 90 millions d'euros de commandes ou de marché, ce qui est ça commence à très important. Complètement. Pour le monde du bâtiment, qui est c'est quoi les postes un peu justement récurrents, importants c'est l'énergie, j'imagine. Bon. C'est essentiellement quand on construit, c'est tous les lots que l'on connaît de la construction, le maçon, le plombier, l'électricien, etc. Quand on réhabilite nos immeubles ou qu'on les entretient, on refait la chaufferie, on refait le toit d'un immeuble, on refait les ascenseurs. Et puis, il y a effectivement toutes nos commandes liées aux commandes d'énergie. On a des marchés spécifiques pour le gaz, plus pour le fuel parce qu'on en a quasiment plus. Oui. On y reviendra peut-être. Pour l'électricité, on a des marchés effectivement de fourniture d'énergie qui sont assez importants. Top. Écoutez, en tout cas, ça donne une première vision intéressante et positive de l'OPAC Savoie. On se retrouve après une petite coupure musicale. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour dans les studios, toujours en direct de Radio Grand Lac 92.1 FM, toujours accompagné de Patrick Steyer, directeur de la maîtrise d'ouvrage OPAC Savoie, qui nous fait le plaisir de sa présence aujourd'hui pour nous conter l'histoire du logement social d'une part en France, en Savoie, et puis surtout de mettre en lumière la structure OPAC, qui est un acteur, vous l'avez compris je pense dans cette première partie, on a essayé de mettre le doigt dessus, un acteur incontournable et qui gagne à être connu. C'est ça qui est vraiment
je dirais marrant, c'est d'avoir, on va pas tous les citer, mais on connaît les grands noms de l'industrie savoyarde, les grands groupes, les grandes entreprises. C'est vrai que l'OPAC en fait partie, et puis finalement, c'est peut-être la plus discrète. Alors, est-ce que c'est aussi une volonté ou pas du tout? Ça, c'est quand même une question que je me posais également. Est-ce que vous faites pas de bruit parce que finalement vous faites votre petit bonhomme de chemin discrètement ou c'est comment l'expliquer un petit peu ça? Est-ce que c'est cette image qui colle à la peau et qui, moi, jeune, je me faisais cette réflexion. Je me rappelle que notre première discussion, elle tournait un petit peu sur ce sujet, de dire que c'est avec l'OPAC, on imagine en fait, on a un peu ce préjugé ou cette connotation négative, alors que les comptes sont positifs, l'entreprise est pérenne, notre argent est pour une fois bien utilisé. Enfin, je veux dire, c'est pas vous qui êtes à l'origine de notre dette de 37 000 milliards de dollars. Enfin, c'est plutôt, on peut être fier finalement de notre OPAC Savoie. On peut être très fier. Alors, deux choses. Déjà, un point très très important que les gens ne savent pas, pour la plupart, c'est que le logement social, en ce qui nous concerne, nos seules ressources sont les loyers de nos locataires. Donc, on n'utilise pas d'argent public. Quand on construit, on prend des prêts que l'on rembourse auprès de la Caisse des dépôts, à des taux privilégiés sur des longues durées, parce qu'effectivement, on construit beaucoup et on construit du logement dit social, donc on a des prêts particuliers. Mais nos seules ressources sont les loyers des locataires. Ça, les gens ne le savent pas. On n'est pas la cause de la dette de la France. Hein. Vous n'êtes pas, pas alimenté en. Alors pourquoi on est aussi peu connu? Bon, ça tient à la structure de l'entreprise et aux 2 directeurs historiques qu'a eu l'entreprise, puisque de 1951 à 2020, tout récemment, il n'y a eu que 2 directeurs généraux. Ouais, c'est après ça, c'est une stabilité incroyable. C'est clair. Et donc la communication et le fait de se faire connaître, je dirais, ne démarre que depuis quelques années, mais effectivement, nous étions très très discrets, connus des maires, connus de tous nos locataires, bien sûr, mais quelqu'un qui arrive en Savoie ou quelqu'un qui cherche un logement ne pense pas forcément à venir nous voir pour avoir certains produits, parce qu'aujourd'hui, on en reparlera peut-être, on développe toute une gamme de produits que l'État nous permet de développer, et la plupart des gens ignorent les produits que l'on peut proposer. C'est vrai que là, je vous prends un chaud, parce que dites-nous en plus alors, c'est sur ces produits. Donc, effectivement, les gens connaissent de très loin le fait que, sans doute, OPAC Savoie propose du logement locatif dit social, à des loyers modérés, c'est exact. C'est la base de notre activité, c'est le gros volume de notre activité. Mais je le disais tout à l'heure, on a toujours fait de l'accession sociale. Donc tous les ans, on vend des logements que l'on construit en accession sociale. Et dans l'accession sociale, il y a différents produits, dont certains qui commencent à être un petit peu à la mode parce qu'ils sont plus récents. Donc il y a l'accession sociale classique, qui sont toujours à des prix en dessous des prix du marché des promoteurs privés. Est-ce que ça génère une demande? Vous voyez vous pourriez en vendre 10 fois plus, par exemple, ou ça se vend bien? Alors ça se vend bien dans les zones tendues, qui sont essentiellement nos 2 grandes agglomérations, Aix-Chambéry. Et si on en faisait en station, ça se vendrait très bien en station. Ça c'est sûr. Voilà. Un petit peu moins, mais on en a déjà fait, mais un petit peu moins en Tarentaise, en Maurienne et dans l'avant-pays. Mais dans les 2 grosses agglomérations, on en ferait 10 fois plus, 20 fois plus, on les vendrait sans aucune difficulté. Hors période de crise que l'on connaît actuellement. Pour l'accession, on a aussi cette notion de ressources. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne 20 000 euros par mois, non, il ne pourrait pas prétendre acheter un appartement. Alors on couvre 75% des Savoyards peuvent acheter un logement en accession sociale auprès d'OPAC Savoie ou d'un autre bailleur social ou d'un autre promoteur social. Mais effectivement, le grand chirurgien à l'hôpital d'Aix-les-Bains a des ressources trop importantes pour pouvoir acheter chez nous, puisque les ressources sont plafonnées. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que voilà, encore une fois, il y a quand même cette volonté de maîtrise. Bien sûr, puisque quand on va vendre un bien à 3 000 ou 3 500 euros du mètre carré, quand le même bien à côté est vendu entre 5 et 7 000, effectivement, il est tout à fait logique que les plafonds de ressources soient regardés. Et si je dis pas de bêtises, il y a quand même, parce qu'on n'est pas fou, il y a une protection, je sais pas comment vous appelez ça exactement, mais je crois qu'il y a un engagement de non-revente, on pourrait dire ça, pendant, je crois, 5 ans, où la personne qui est candidat, non, parce que ce serait trop facile, sinon on se dit, tiens, je vais spéculer. Alors, effectivement, il y a des périodes où les personnes n'ont pas le droit de revendre leur logement, hors accident de la vie. Oui, voilà. Perte d'emploi, décès, etc., maladie. Bon, il y a quelques clauses qui permettent aux personnes de revendre quand même. Que tout le monde peut comprendre. Que tout le monde comprend, bien sûr.
Mais l'idée étant, voilà, l'appartement qui coûte 200 000 et que je revendrai 350 000 le lendemain, bah non, on vous l'a pas vendu pour spéculer, on vous l'a vendu parce que on veut vous présenter, on veut vous rendre propriétaire d'un logement agréable, décent, aux nouvelles normes, etc., à un prix d'accession maîtrisé. C'est pas pour aller faire de l'argent dessus, quoi. On est bien d'accord. Exactement. Je rebondis sur le nouvelle norme. On construit exactement les mêmes immeubles que n'importe quel promoteur, voire bien souvent, qualitativement, et je le dis très sérieusement, ils sont un petit peu mieux parce que, par exemple, nous labellisons tous nos logements NF Habitat, qui vient dans tous les domaines de la construction demander un petit peu plus que les normes actuelles françaises. Pourquoi on le fait ? On le fait pas parce qu'on est bon élève. On le fait parce que ça nous permet d'avoir des loyers un petit peu plus élevés. L'État nous permet d'avoir des loyers un petit peu plus élevés si on construit mieux que les normes. Donc nous, au Pack Savoie, nous labellisons tous nos logements NF Habitat, ce qui nous permet d'avoir des loyers un petit peu plus élevés, mais ce qui fait que l'immeuble, in fine, le logement, est un petit peu mieux que le même logement construit par la promotion privée. Je ne dis pas ça par rapport à mes collègues de la promotion privée, mais c'est une réalité. Par contre, dans nos immeubles, il n'y a pas de marbre dans le hall d'entrée. Il y a différentes choses que font les promoteurs privés très bien, que nous ne faisons pas. Il y a peut-être un peu moins le côté séduction, pas dire poudre aux yeux, parce que c'est pas ce que je veux dire, mais on se comprend. Mais effectivement, peut-être que le squelette, lui, en tout cas, sera pas lésiné. Et le message, c'est finalement, voilà, si vous habitez dans un logement de l'OPAC, voilà, vous serez quand même bien loti et il y a pas du tout à pâlir du travail d'un promoteur privé. Nous faisons régulièrement, à peu près tous les 5 ans, une enquête par un organisme extérieur, hein, bien sûr, auprès de nos locataires sur l'image de l'OPAC. Est-ce qu'ils recommanderaient l'OPAC à une personne qui cherche un logement pour avoir un taux de satisfaction? Tous les organismes de logements sociaux le font. Nous sommes avec l'un des taux les plus élevés de Rhône-Alpes, puisqu'on a un taux de satisfaction à 98%, à plus de 90%. Moi, je vous ai pas posé cette question, je vais vous la poser en direct, on va voir si on m'a raconté des bêtises. Ça m'avait fait sourire, vraiment, et même rire. Parce que je me suis dit quand même, c'est incroyable que ce soit l'OPAC qui fasse ça. J'ai un de mes collègues, un de vos fournisseurs, il me dit, c'est que l'OPAC, c'est le seul de mes clients qui m'a demandé comment ils étaient en tant que clients. Est-ce que, en gros, vous posez la question à vos fournisseurs, est-ce qu'on est un bon client? Ça m'a tellement, en fait, je me suis tellement dit, mais vous voyez, c'est ça le monde devrait rouler comme ça, en fait. On n'est pas qu'un acheteur ou un vendeur. J'ai été un client, mais est-ce que j'étais un bon client? Formidable. Moi, j'ai trouvé. Alors, vous me confirmez que c'est. Effectivement, on fait une enquête tous les ans auprès de nos fournisseurs avec lesquels on a des marchés à bon de commande ou des marchés récurrents, et on a cet échange avec eux. Absolument. Et ça démontre, je trouve, on touche le fond du sujet, c'est de se dire, si ça montre pas la volonté de durer et d'avoir des relations vraiment saines, je sais pas ce que c'est. Et je trouve que ça, vraiment, j'invite tous ceux qui nous écoutent, qui ont des relations commerciales ou pas forcément commerciales, mais des relations avec peu importe dans quel domaine vous êtes, n'oubliez jamais que le client, si vous arrivez à vous remettre en cause en tant que client, l'entreprise, celui qui va délivrer le service, il va être là pour vous écouter, il va dire, c'est vrai, vous seriez comme ça, ou vous me répondriez de cette manière-là, ça va m'aider également à grandir. Et ça, je trouve que c'est très vertueux. Et il faut y penser, justement, parce que c'est vraiment tellement à contrario d'un comportement, j'ai envie de dire, d'aujourd'hui, on n'est pas vraiment là-dedans, quoi. Et j'avais trouvé ça fort et, ouais, chapeau. Parce que ça, je vais le retenir, je vais faire pareil, je vais vous copier. C'est bien. Mais comme on construit tous les ans, entre 200 et 300 logements, tous les ans en Savoie, il faut qu'on garde ce contact avec les entreprises, avec nos entreprises qui nous suivent pour certaines depuis de nombreuses années, parce qu'en plus nous sommes en marché public, donc ce qui n'est pas toujours simple, hein, contrairement à un promoteur privé. Et donc, marché public, une petite parenthèse, c'est que vous avez une obligation, si je dis pas de bêtises, à consulter, à mettre en concurrence. Consulter, on met en concurrence et la France et la Navarre pourraient répondre. Ouais. Je rassure tout de suite les entreprises locales, c'est que par exemple sur l'année 2023, on a eu à 75% des entreprises savoyardes qui ont travaillé pour nous. Et le reste, pour arriver aux 100%, sont quasiment à 100% des entreprises, si elles ne sont pas savoyardes, du Rhône, de l'Isère ou de la Haute-Savoie. Voilà. Le bâtiment, fort heureusement, ce ne sont pas les Chinois, je n'ai rien contre les Chinois qui viennent construire nos bâtiments en Savoie, ce sont des entreprises locales ou régionales. Il y a quand même cette envie de privilégier, c'est un cercle vertueux encore une fois. Mais après, c'est vrai que ça ne doit pas forcément être évident de se dire, la décision me revient, mais peut-être pas. J'ai un cahier des charges pour donner mon oui. Donc c'est sûr que des fois vous vous dites, tiens, j'aimerais te dire oui tout de suite, mais non, on va devoir quand même passer un process
et peut-être qu'effectivement ces fournisseurs pourraient être, je vais pas dire lassés, mais peut-être on pourrait les fatiguer à se dire si tous les ans il faut qu'ils refassent leurs preuves alors qu'ils les ont déjà fait. Ça fait 20 ans, 30 ans que vous bossez avec eux. Mais bon, je pense que de toute façon ils connaissent le fonctionnement et fatalement ils se disent voilà, c'est le prix à payer n'est pas quand même très important finalement pour continuer cette relation avec vous. Non, d'autant qu'on a une qualité indéniable, c'est qu'on paye rapidement et qu'on paye. C'est qu'avec nous, ils sont sûrs d'être payés, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça, c'est toujours un argument. Voilà. Alors, je sais pas, ça me fait penser à quelque chose. On va être un peu hors sujet. Je sais pas si je vais bien aborder ce sujet, mais j'avais ça en tête. Parce que c'était une information que vous nous aviez communiquée. C'est dans les cas de succession. Vous évoquez le cas si vous avez, si par exemple si le propriétaire, si l'héritier d'un bien immobilier fait affaire avec l'OPAC, il y avait des facilités. Enfin, il y avait des remises ou je sais plus, peut-être vous pouvez nous préciser ça, mais en fait il avait un avantage à traiter avec l'OPAC justement pour favoriser la cession de foncier à l'OPAC plutôt qu'à un promoteur X ou Y ou un particulier. Ça aussi c'était un petit avantage peut-être que vous aviez propre à l'OPAC. Alors là vous abordez un sujet qui est complètement d'actualité, qui l'a toujours été mais qui depuis 2-3 ans est en train d'exploser. Les élus s'emparent du sujet même actuellement pour vous dire comme le sujet est important. Ils reprennent la chose. Oui, bien sûr, comme dans tout secteur tendu, et la Savoie est devenue un secteur tendu, dans certains secteurs de la Savoie, le foncier a explosé en prix ces dernières années. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, tout le monde l'entend, mais c'est une réalité. Depuis 2, 3, 4, 5 ans, on était déjà dans un département où les fonciers étaient chers. Parce qu'on peut construire beaucoup en bas, quasiment pas sur les pentes de nos belles montagnes. Donc le foncier a toujours été cher, mais depuis 2-3 ans, ça a explosé complètement. Bon, ça se tempère un petit peu là. Ouais. Mais enfin bon, poussé par la Suisse, poussé par la Haute-Savoie, on est à Aix-les-Bains aujourd'hui, le foncier a explosé. Ça c'est sûr. Bon. Et effectivement, les bailleurs sociaux ont ce petit avantage, entre autres, c'est que lorsqu'on construit du logement social, une personne qui vend son terrain a le droit à une exonération de la plus-value si elle le vend, ce terrain, à un bailleur social. Et dans certains cas, ça représente des sommes non négligeables. C'est pas ça qui fait toute la décision, mais parfois, c'est ce qui fait pencher un peu la décision, même si on propose moins cher qu'un promoteur privé, par exemple, c'est quelque chose qui peut faire pencher la décision. Et d'autre part, pour arriver encore à produire, nous permettons, parfois, pas toujours, mais parfois, d'acheter sans conditions suspensives, sans rentrer dans le détail, mais c'est-à-dire qu'on prend le risque après avoir contacté les élus, après avoir d'être sûr que le projet, en quelques semaines après contact, peut aller jusqu'au bout, on prend le risque parfois d'acheter sans conditions suspensives. Donc on peut acheter très vite et avec une exo de la plus-value si elle existe, puisque le propriétaire vend un bailleur social. Ce sont les 2 petits avantages qui nous restent quand on achète du foncier aujourd'hui. Et comme tout projet immobilier part du foncier, on est sur le sujet principal de la construction en Savoie et le sujet partagé par tout le monde. Les promoteurs privés, les promoteurs sociaux, les élus, les habitants. Et dans quelle mesure alors ces élus s'intéressent à ça parce qu'ils se disent tiens je vais relayer cette information parce qu'ils ont plus forcément de foncier à vous proposer et ils essaient d'aller chercher dans les réserves entre guillemets de la ville. Pourquoi vous sentez que ça devient un sujet Les élus se sont laissés, mais c'est tout à fait bon. On le connaît partout en France, dans les zones tendues, se sont laissés déborder par la pression immobilière et réellement, en 2022, les bailleurs sociaux, via l'association qui nous représente, qui s'appelle Aura HLM Savoie, dans lequel tous les bailleurs sociaux qui ont des logements sociaux en Savoie se sont regroupés. Il n'y a pas qu'Opac Savoie qui fait du logement social. Il y a notamment en Savoie Cristal Habitat sur l'agglomération de Grand Chambéry. Ouais. Il y a la Savoisienne qui fait beaucoup d'accession sociale. Il y a la SEM4V autour d'Albertville et du Gine. Et puis, il y a d'autres bailleurs extérieurs qui viennent construire en Savoie. Bref, les bailleurs sociaux qui ont des logements en Savoie ont, en 2022, un peu tapé du poing sur la table auprès des élus, des notaires, des géomètres, bref, du monde de l'immobilier, en disant, attention, le foncier est en train de prendre une telle courbe haussière qu'on ne peut plus construire de logements sociaux, mais bientôt, on ne pourra plus construire ou plus vendre de logements privés non plus. C'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est vrai, tout à fait. Et donc les élus, en Savoie, très à l'écoute, de tous bords, des 2 agglomérations, des communes de montagne, des communes de plaine, sont venus à des réunions que nous avons organisées et depuis se sont saisis du problème, notamment le département, qui a organisé un grand colloque à la fin de l'année 2023 pour
dire il faut qu'on trouve une solution pour maîtriser, nous, pouvoir public, nous, communes, nous, Comcom, nous, départements, du foncier, pour que, sachant que chaque dossier est très très long à monter, pour que dans quelques années, on puisse encore construire à des prix maîtrisés, puisque le sujet, il est là. C'est ça le sujet. Alors, ce serait un petit peu le dernier point qu'on peut aborder aujourd'hui, c'était un petit peu ça, c'est la question du demain. Donc aujourd'hui, on peut dire que ça se passe bien pour l'OPAC, le modèle est maîtrisé. Je pense que voilà, chacun connaît son rôle et tout va quand même plutôt bien. Et demain, alors demain, voilà, c'est ça le défi, c'est continuer finalement, arriver à continuer. Alors demain, c'est exactement ça, c'est arriver à continuer. Aujourd'hui, en Savoie, on a dit OPAC Savoie, 23 000 logements, 42 000 personnes qui vivent dans ces 23 000 logements. Et en Savoie, aujourd'hui, il y a 14 000 demandes de logements sociaux. Alors, ce ne sont pas 14 000 familles qui sont sous des ponts. Ce sont la plupart des familles qui arrivent de l'extérieur ou des familles qui ont un T2, qui veulent un T3 parce qu'ils attendent un enfant. Mais il y a 14 000 demandes de logements sociaux en Savoie. Il y a 7 ans en arrière, il y en avait 7 000. Ah, c'est énorme. Donc, ça a doublé en 7 ans, la demande. Donc, c'est pas quelque chose, on construit pas du logement social pour le plaisir de construire du logement social. On construit du logement social et du logement tout court pour répondre à une demande. Il est bien évident, j'ai rien contre nos amis de la Creuse ou de la Meuse, que notre production aujourd'hui, on ferait pas du tout la même dans ces départements-là. Aujourd'hui, on a un département qui attire du monde. On a un département où il y a du travail, globalement, par rapport à d'autres départements. Et la pression est très, très forte. Notamment en logement pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter dans le libre à 4 000, 5 000, 7 000 euros du mètre carré. Et ça, c'est la majorité des personnes. Hein. On le disait tout à l'heure, un couple, des jeunes qui cherchent à se loger en Savoie aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc tout part du foncier, on l'évoquait. Tout part pour l'avenir d'arriver à construire un certain nombre de logements, si on reste sur le logement social, de logements sociaux. Et quand on voit qu'il y a 14 000 demandes, on est bien loin, bien loin de satisfaire à cette demande, puisque tous les ans en Savoie, vous prenez l'OPAC et les autres, nos autres confrères, on arrive à sortir 400, 600 logements les meilleures années de logements sociaux, alors qu'il y a 14 000 demandes. Et qu'est-ce qui pourrait améliorer cette quantité de logements livrés? C'est plus de quoi? Est-ce que si on vous trouverait le foncier, vous aurez faire 2 fois l'année, faire x2? Est-ce que c'est réalisable? C'est complètement délirant de se dire qu'on peut y arriver? Ou... Alors on a fait des années x2 qui étaient les années autour des Jeux Olympiques, parce qu'il y avait la volonté politique pour les Jeux de construire du logement, notamment en Tarentaise, hein, où ça s'est énormément avant 92, juste avant 92, on a fait des années, même nous, à 800 logements. Mais c'était lié aux Jeux Olympiques. Alors on va peut-être récupérer une partie des Jeux de 2030. Donc peut-être que ça va booster un petit peu le logement d'une manière générale et un petit peu le logement social en particulier. Mais oui, s'il n'y a pas cette volonté politique et cet appui politique, on va rester aux chiffres que je viens de vous donner, c'est-à-dire sur la Savoie, 400, 600 logements grand maximum par an, alors qu'il en faudrait 1000, 1500, 2000. Ouais, donc ça fait quand même un gap très important. Très important. Ouais. Alors bon, on ne sait pas si c'est bien ou pas bien, ça donne du boulot à plein de gens, il y a une perspective économique, il y a un avenir, donc c'est déjà, on va se raccrocher à ça. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait autant besoin de logements à des prix modérés? Alors c'est ça aussi que je trouve qu'il y a un petit peu à recentrer. C'est pas parce qu'on parle de loyer modéré, de prix maîtrisé qu'on parle de choses négatives forcément, ou de gens qui sont voilà, pas il y a rien de pas noble en fait à ça. C'est ça aussi qui est intéressant. Et moi souvent je prends le marché parisien, qui aujourd'hui franchement peut raisonnablement acheter un appart dans le 6e, quoi. Enfin, faut commencer à waouh, faut s'appeler Jean-Pierre Germain, hein. Je dis ça, je l'avais pas chambré aujourd'hui, mon petit Jean-Pierre Germain. Donc je vais quand même, il aura quand même droit à sa petite boutade. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, il y a des coins où, à un moment donné, faut s'appeler Sarkozy, quoi. Enfin, vous voyez, ça devient hors mesure, quoi. Aujourd'hui, réellement, qui peut acheter facilement, notamment en début de carrière, un logement à la mode Servolex, à Challes-les-Eaux, à Aix-les-Bains, ou dans ces communes de nos 2 agglomérations? C'est très très compliqué, hein. C'est très compliqué. Moi, je mettrais une petite. Alors ça c'est mon petit pic, moi, de générationnel. Mais je pense qu'il faut aussi accepter. Il y a une moins bonne acceptation. Plus les générations passent, je pense, et plus on veut tout de suite aussi. C'est-à-dire qu'on veut tout de suite la maison avec la piscine, on veut tout de suite le T4. Alors, vous avez des enfants? Non. Pourquoi vous voulez un T4? Commencez par un T2. Et je pense que les gens aussi ont des ambitions un petit peu plus élevées qu'il y a 10 ans, 20 ans. Enfin, plus le temps passe, hein, j'ai l'impression.
Je me rappelle, moi, mon premier appartement quand j'étais tout jeune, ouais, j'avais 15 mètres carrés, j'étais plus heureux des ados, quoi. Ah putain, je suis chez moi, je suis parti de chez mes parents, ouais, enfin, j'étais content. Maintenant, quand on parle un peu des jeunes, il leur faut une piole, il leur faut ci, il leur faut ça. Bah, je caricature un peu, mais. On est bien d'accord. Ah bon, bah ça va. Ouais, on est bien d'accord. Après, néanmoins, il y a une vraie demande. C'est certain. L'un n'empêchera pas l'autre. Mais je peux dire qu'il y a, je pense, tout un tas de paramètres à prendre en cause. Et c'est vrai que le logement, de toute façon, est un sujet majeur en France. On a un ministre maintenant, a priori. Donc, peut-être que ça va arranger. C'est un petit oui. On en parlera. Une autre émission, en tout cas, c'était un vrai plaisir, encore une fois, un plaisir sincère de vous recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. J'aurais vraiment, on trouvera une deuxième émission à faire ensemble avec voilà, d'autres sujets, d'autres personnes à mettre en lumière, j'en suis certain. En tout cas, pour une première, voilà, encore une fois, ravi de vous avoir reçu. Et puis, on vous souhaite tout le meilleur. On sait que c'est un contexte qui, malgré tout, est pas forcément simple, avec des législations qui se complexifient, des règles techniques qui se réfléchissent. On n'a pas parlé de la RE 2020, mais voilà, on sait que c'est un petit peu plus compliqué. A priori, j'ai appris il y a pas longtemps, il y a une RE 2025 qui va arriver, donc ça fait encore un chamboulement. Enfin, bon, vous êtes habitués maintenant à tout ça. On est dedans 1er janvier prochain, donc c'est demain matin. Ouais, allez, bon, écoutez, une belle continuation et puis à très bientôt. Merci. Quant à nous, chers auditeurs, chers auditrices, une belle fin de journée sur les ondes de Radio Grand Lac. Je vais mettre les pieds dans le plat. Je sais pas, il y a notre émission sportive tout à l'heure ou pas encore, Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre. Tu vas tout prix me faire parler, Romain. Ah, j'y suis arrivé. Je n'ai pas grand-chose à faire là. Oui, dans un quart d'heure, il y a 9-2 Aparté, l'émission sur le sport, là. Les jeunes sont tout prêts, les invités arrivent. C'est dans un quart d'heure à 18h pile. Allez, une petite chanson pour patienter et on se retrouve dans 10 minutes, un quart d'heure en direct. Belle fin de journée à tous. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.